C'est une mauvaise nouvelle pour le climat. 28 nouveaux projets d'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon de grande ampleur, qu'on appelle des bombes carbone, ont vu le jour depuis 2021. Mais alors de quoi parle-t-on concrètement et quels sont les risques liés à de tels projets? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par définir les termes. Une bombe carbone, qu'est-ce que c'est? Les bombes carbone, qu'on appelle aussi bombes climatiques, désignent, comme je vous le disais, les projets qui visent à extraire des combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Avec une particularité, chacun de ces projets est capable d'émettre plus d'1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone au cours de sa durée de vie. Dit comme ça, c'est assez difficile à imaginer, mais pour vous donner un ordre de grandeur, un aller-retour Paris-New York en avion pour une personne émet environ 2 tonnes de CO2. 1 milliard de tonnes de CO2, ça correspond donc à environ 500 millions d'allers-retours Paris-New York en avion. Ces projets accélèrent le dérèglement climatique car l'exploitation et la combustion de ces énergies fossiles comptent parmi les principales causes du changement climatique. On le constate déjà, les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations se multiplient dans le monde. Et donc si on reparle de ces bombes carbone aujourd'hui, c'est parce que plusieurs ONG, à savoir Data for Good, Reclaim Finance, Eclaircy et Lingo, ont mené une enquête sur le sujet. Selon elles, si 12 projets de ce type ont été annulés entre 2021 et 2025, 28 autres projets de bombes carbone sont entrés en exploitation pendant cette période. En 2022, les ONG dénombraient 425 projets de bombes carbone dans le monde. Un nouveau décompte de ces ONG recense aujourd'hui 601 projets. L'enquête dévoile également une liste de plus de 2300 nouveaux projets d'extraction de combustibles fossiles de moindre envergure que les bombes carbone, mais avec un potentiel d'émission supérieur à 5 millions de tonnes de CO2. Mais alors, pourquoi c'est si important? Eh bien, ces projets mettent directement à mal ce que l'on appelle notre budget carbone, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'on peut encore émettre dans le monde sans dépasser les objectifs pour freiner le réchauffement climatique. Très concrètement, les scientifiques estimaient début 2025 que l'humanité pouvait encore émettre au maximum environ 130 milliards de tonnes de CO2 pour maintenir le réchauffement mondial sous le seuil des 1,5 degrés fixé par l'accord de Paris, selon l'Observatoire européen Copernicus et de nombreux autres instituts climatiques. L'accord de Paris a été conclu lors de la COP21 en 2015. Concrètement, avec ce texte, 196 pays du monde s'étaient engagés à prendre des mesures dans le but de limiter à plus de degrés le réchauffement climatique en 2100 par rapport à 1850 et en faisant tout pour limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Mais le truc, c'est que l'ensemble de tous les projets recensés par les ONG, bombes carbone et autres, représentent selon France Info un cumul d'émissions potentielles de plus de 1400 milliards de tonnes de CO2, ce qui est donc 11 fois supérieur au budget carbone mondial restant pour contenir le réchauffement climatique sous 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, selon les calculs des auteurs. Et cet objectif aujourd'hui, il semble définitivement inatteignable. De nombreux scientifiques estiment par exemple que l'objectif des accords de Paris est en passe d'être dépassé 7 décennies. Il est aujourd'hui estimé que depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré. Alors maintenant qu'on sait tout ça, où se situent ces bombes carbone et quels pays sont responsables de ces projets? Selon l'enquête, 43% de ces bombes carbone se trouvent en Chine, 9% en Russie et 5% aux États-Unis. Pour ce qui est de la France, elle n'en héberge pas directement. Il faut également savoir qu'aujourd'hui, certains États financent directement des projets de bombes carbone, ce qui n'est pas le cas de la France, mais il y a aussi des entreprises derrière ces bombes carbone. Parmi les compagnies reliées au plus grand nombre de projets d'extraction, on retrouve en première position une entreprise chinoise, la China National Offshore Oil Corporation. Parmi les entreprises très présentes dans le secteur, on retrouve aussi l'entreprise française Total Energy. Dans le détail, la multinationale serait à l'initiative d'une centaine de nouveaux projets planifiés, dont 30 seraient des bombes carbone. Les données des ONG mettent aussi en évidence l'ampleur du soutien des banques internationales à ces entreprises. Au total, plus de 1600 milliards de dollars ont été alloués aux entreprises d'extraction fossile depuis 2021, avec environ 414 milliards de dollars investis seulement en 2024, une hausse de 30% par rapport à 2023. Niveau banque française, près de 88 milliards de dollars ont été investis par différentes banques, notamment le Crédit Agricole, la Société Générale, BNP Paribas ou encore le groupe BPCE. Malgré ces chiffres importants, ces différentes banques françaises affichent tout de même une baisse globale de leurs engagements dans les énergies fossiles, excepté la BPCE qui est la seule à avoir augmenté ses financements à l'expansion fossile au cours des dernières années. Et c'est aussi important de le noter, mais bien qu'ils soient attribués à des entreprises liées à des projets d'extraction fossile, on ne sait pas exactement vers où ces fonds sont ensuite redirigés. Selon un autre rapport publié par une coalition d'ONG spécialisées en juin 2025, la moitié de ces financements seraient tout de même consacrés à l'expansion des énergies fossiles. Selon les ONG derrière le rapport, il est, je cite, plus qu'urgent que les banques arrêtent de soutenir l'expansion des énergies fossiles et appellent à réorienter les investissements vers les énergies renouvelables et les projets de transition énergétique. Les énergies renouvelables, c'est par exemple l'éolien ou le solaire. En tout cas, c'est évidemment un sujet très dense dont on continuera de parler dans ce format, notamment à l'occasion de la COP30 qui aura lieu au Brésil dans 2 semaines. Si vous voulez en savoir plus, on vous met des liens en description et je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. 10 personnes sont jugées à Paris ces lundi et mardi pour cyberharcèlement sexiste à l'encontre de Brigitte Macron, la première dame de France. Ce procès fait suite à une plainte déposée
déposée par l'épouse du président en août 2024. 8 hommes et 2 femmes sont accusés d'avoir relayé sur les réseaux sociaux la fausse information selon laquelle Brigitte Macron est née avec un sexe masculin sous le prénom Jean-Michel et aurait effectué une transition de genre. Des fausses informations qui ont d'ailleurs fait le tour du monde. Aux États-Unis, Candace Owens, une influenceuse pro-Trump suivie par des millions de personnes sur Instagram et YouTube, est l'auteur d'une série de vidéos intitulée Becoming Brigitte et dans lesquelles elle relaie cette théorie complotiste. Le couple présidentiel a porté plainte aux États-Unis et prévoit d'ailleurs de présenter des preuves scientifiques dans le cadre de cette procédure. Concernant ce procès en France, si les 10 prévenus sont reconnus coupables de cyberharcèlement, ils risquent jusqu'à 2 ans de prison. Deuxième actu, un convoi égyptien est entré dans la bande de Gaza dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre pour aider à retrouver les corps d'otages israéliens enlevés par le Hamas. Des véhicules d'ingénierie ont notamment été filmés à Khan Younes dans le sud du territoire palestinien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui-même approuvé l'entrée de ce convoi, accompagné de véhicules de chantier pour localiser les corps, selon le média Times of Israel. Le 17 octobre, ce sont 81 secouristes envoyés par la Turquie qui sont entrés dans le territoire palestinien pour rechercher des corps d'otages israéliens. Pour l'instant, Israël n'a récupéré que 15 des 28 dépouilles d'otages que le Hamas s'était engagé à lui rendre. L'organisation palestinienne affirme avoir besoin de matériel et de plus de temps pour retrouver les dépouilles dans les décombres. Troisième actu, le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce dimanche la réussite d'un essai pour un missile de croisière à propulsion nucléaire capable de parcourir des milliers de kilomètres. Il s'agit, je cite, d'une création unique que personne d'autre au monde ne possède. Lors d'un essai le 21 octobre, le missile nommé Burevestnik, qui veut dire oiseau de tempête en russe, a passé environ 15 heures dans les airs, survolant 14 000 km, selon le chef de l'état-major russe, Valery Gerasimov. À titre de comparaison, la distance entre Paris et Moscou en avion est de 2679 km. Cette annonce de la Russie n'a pas manqué de faire réagir le président américain Donald Trump, qui a estimé ce lundi que cette annonce était, je cite, inappropriée. Il a poursuivi en indiquant que Vladimir Poutine devrait mettre fin à la guerre en Ukraine plutôt que de tester des missiles. Cette déclaration de Donald Trump survient quelques jours après l'annonce d'un sommet entre lui-même et Vladimir Poutine à Budapest en Hongrie qui a finalement été annulé. Ce samedi, Donald Trump a affirmé qu'il ne perdrait pas son temps à organiser une nouvelle réunion avec le président russe tant qu'aucun accord n'était envisagé pour mettre fin au conflit en Ukraine. Quatrième actu qui concerne le Cambodge et la Thaïlande. Après des combats qui ont fait 48 morts et déplacé 300 000 personnes cet été, les premiers ministres cambodgiens Un Manet et thaïlandais Anutin Charnvirakul ont signé ce dimanche un cessez-le-feu renforcé sous la médiation de Donald Trump. Ce conflit avait éclaté suite à un différend concernant des temples situés à la frontière, revendiqués par les deux États en raison d'une délimitation imprécise tracée par les administrateurs coloniaux français du Cambodge en 1907. Cet accord conclu ce dimanche vient donc prolonger la trêve conclue il y a 3 mois, après que le président américain a menacé de suspendre les négociations commerciales avec les deux pays s'il poursuivait les hostilités. Dans la première phase, la Thaïlande libérera 18 prisonniers cambodgiens, tandis que le Cambodge retirera ses troupes. Des observateurs régionaux surveilleront également l'application de l'accord. Cinquième actu en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, Alassane Ouattara, le président sortant et grand favori de l'élection présidentielle, a été réélu ce lundi pour un 4e mandat à l'issue du premier tour. Près de 9 millions de personnes étaient appelées à voter ce samedi. Les premiers résultats ont fait état de scores écrasants pour Alassane Ouattara. Dans le nord du pays, région à dominante malinké, l'ethnie du chef de l'État, il a obtenu plus de 90% des voix. 4 candidats étaient en lice, dont l'ex-première dame du pays, Simone Gbagbo, mais aucun ne pouvait espérer un second tour, faute de soutien politique ou financier. L'entrepreneur Jean-Louis Billon, lui aussi candidat, a reconnu la victoire d'Alassane Ouattara, déplorant une faible participation dans certaines régions. Le scrutin a été marqué par quelques incidents dans des bureaux de vote et plusieurs heurts dans le sud et l'ouest du pays. 3 morts ont été signalés dans le Haut-Sassandra, à l'ouest du pays, et un adolescent a été tué à Gregbeu. Au total, 8 décès sont liés aux élections, selon une source sécuritaire à l'AFP. 6e actu, et je voulais vous parler d'une autre élection, cette fois-ci au Cameroun. Paul Biya a été réélu ce lundi pour un 8e mandat à la tête du pays. Il est au pouvoir depuis 1984 et a aujourd'hui 92 ans, ce qui en fait actuellement le plus vieux chef d'État en exercice au monde. Il a obtenu 53,66% des voix devant Issa Chiroma Bakary, son principal opposant, d'après les chiffres officiels du Conseil constitutionnel publiés ce lundi. Mais de son côté, Issa Chiroma Bakary conteste les résultats. Selon son propre décompte, c'est lui qui aurait gagné avec un peu plus de 54% des suffrages contre 31% pour Paul Biya. Les résultats ont été publiés 2 semaines après le vote, comme le prévoit la loi électorale, une fois les recours examinés. Et dans ce cas précis, les recours ont tous été rejetés par le Conseil constitutionnel. En tout cas, la tension autour de ces élections était très forte dans le pays. La veille de l'annonce, des affrontements avec les forces de sécurité ont fait au moins 4 morts parmi les manifestants. A noter également que cette réélection renforce l'influence du RDPC, donc le parti présidentiel, sur la politique camerounaise et relance le débat sur l'absence d'alternance démocratique et le renouvellement du pouvoir. 7e actu, en Argentine, le parti du président Javier Milei a remporté ce dimanche les élections législatives de mi-mandat
mandat, avec un peu plus de 40% des voix au niveau national. Les électeurs argentins étaient appelés à renouveler un tiers des sénateurs et la moitié des députés. L'avance de son parti, la Libertad Avanza, qui veut dire la liberté avance et qu'on peut situer à l'extrême droite, sur l'opposition de la gauche et du centre-gauche, est bien plus importante que celle prédite par les derniers sondages. Alors cette victoire donne à Javier Milei une base parlementaire beaucoup plus forte, ce qui lui permet d'augmenter ses marges de manœuvre pour appliquer son programme de réforme ultra-libéral qu'il a déjà entamé. Cependant, son camp ne dispose toujours pas de la majorité absolue au Parlement, ce qui l'oblige à chercher des alliances. Président depuis quasiment 2 ans, Javier Milei mène une politique de rupture totale avec les modèles économiques précédents dans une logique ultra-libérale, avec une réduction du rôle de l'État ou encore une libéralisation du marché. Il est soutenu par certains milieux économiques, mais aussi critiqué par une partie de la population qui subit une baisse du pouvoir d'achat. Et on termine avec cette actu. Il y a 20 ans, jour pour jour, 2 adolescents, Zied et Bouna, mouraient électrocutés dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois alors qu'ils tentaient de fuir un contrôle de police. Ils avaient 17 et 15 ans. Leur décès avait déclenché une vague d'émeutes sans précédent, partie de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, mais qui s'était ensuite étendue à toute la France. Face à l'ampleur des violences, l'état d'urgence avait été décrété le 8 novembre 2005. Les affrontements ont duré près de 3 semaines, du 27 octobre au 17 novembre. Concernant la course-poursuite à l'origine du drame, 2 policiers ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Ils ont finalement été relaxés 10 ans plus tard, la justice estimant, je cite, qu'ils n'avaient pas eu une conscience claire d'un péril grave et imminent. Ce jugement a été confirmé en appel en 2016. Ce drame a aussi mis en lumière la réalité de certaines villes de région parisienne laissées à l'abandon, mais aussi la relation entre la police et les citoyens. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Je vous rappelle qu'il est disponible en version newsletter, donc à l'écrit. Vous recevez directement la newsletter sur votre adresse mail, c'est totalement gratuit. Le lien est en description si ça vous intéresse. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.